Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, entre deux conseils de classe, petit retour si je puis dire. Alors je dis retour parce que finalement c'est un film qui date déjà et dont j'avais pas parlé parce que j'avais pas eu l'occasion de le voir, puisqu'il date de 2016 et il est sorti sur Netflix. J'avais envie de revenir sur I Am the Pretty Thing That Live in the House de Osgood Perkins, film qui s'en est pris globalement plein la gueule et qui est fondamentalement, et je spoil un petit peu déjà mon avis, raté, évidemment, sur plein de points, mais dont j'avais quand même envie de souligner des petits traits intéressants, d'autant plus parce que je suis un grand adepte du cinéma, même s'il a une carrière assez courte encore, de Osgood Perkins. Donc, Osgood Perkins, il est relativement facile de le caser, puisqu'il s'appelle Perkins, donc c'est le fils d'Anthony Perkins, Norman Bates dans Psychose d'Hitchcock, pour prendre cet exemple-là, en 1960, le frère d'Elvis Perkins, qui est musicien, qui intervient d'ailleurs dans le film qu'on va voir aujourd'hui, titre très long, donc je vais essayer de trouver des périphrases plus courtes que l'expression globale, bien sûr, pour essayer de gagner un petit peu de temps, et pas galérer à le dire. Donc Osgood Perkins, il a réalisé jusqu'à maintenant deux films que j'avais vus avant celui-ci, qui l'encadre dans une certaine mesure d'un point de vue temporel, puisque j'ai d'abord vu February, qui est son premier film, qui s'appelle Black Coat Daughter, je crois, c'est le nom anglais, traduit en anglais, allez comprendre, je ne sais pas, qui est un très 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 bon film, avec entre autres Emma Roberts, que je vous conseille de dater de 2014 il me semble, qui est un film très intéressant et qui m'a mis dans une certaine mesure le pied à l'étrier au cinéma d'Osgood Perkins et qui a immédiatement, et je reviendrai un petit peu sur les points similaires parce que c'est deux films qui se ressemblent beaucoup, mais l'un est réussi, l'autre pas, qui ont vraiment totalement, qui m'ont fait dans une certaine mesure un tomber en amour pour ce réalisateur. Ensuite j'ai découvert Gretel et Hansel l'an dernier, pendant le confinement, qui est un très 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 beau film également, que d'ailleurs je préfère à February, que je trouve qu'il est encore plus maîtrisé et qui est vraiment très très intéressant. Et puis je vais terminer avec aussi un truc que j'ai vu beaucoup plus récemment en regardant la seconde saison de la 4ème dimension reboot, remake, produit par Jordan Peele, où il fait un épisode à la fin de la seconde saison qui s'appelle The Egg et qui est aussi extrêmement intéressant. Donc Osgood Perkins, c'est pas forcément un type sur lequel vous avez forcément et nécessairement accroché. C'est un réalisateur assez étrange, assez iconoclaste, qui est dans le refus total des modes, qui travaille à l'ancienne mais sans passer par le biais de la nostalgie en fait. C'est-à-dire que c'est pas une posture, si vous voulez, qui va dans un sens actuellement du cinéma doudou ou même des séries doudou. Pas du tout, il a une vraie vision du cinéma, il a une vraie approche qui crée vraiment une sorte d'unité entre ces différentes œuvres. Et ça c'est vraiment intéressant, et pour le coup, I Am the Pretty Thing That Live in the House a ces éléments-là qui sont qu'on retrouve dans ces autres films, donc finalement c'est parfaitement un film de lui. Mais ce qui est justement intéressant, c'est que là où ces films étaient dans une certaine mesure radicales et qu'ils allaient dans certains, on va dire, certains endroits, certaines extrémités, sans jamais basculer dans, on va dire, une mauvaise mise en pratique, un ratage, là pour le coup il va un tout petit peu trop loin dans ce qu'il fait d'habitude et il verse vraiment dans le pan négatif, c'est-à-dire qu'à force d'aller vraiment dans cette radicalité sur pas mal de points que je vais évoquer ensuite, eh bien il bascule dans ce qu'il faut pas, c'est-à-dire qu'il se prend tous les écueils que jusqu'à maintenant il avait soigneusement évités. Donc I Am the Pretty Thing That Live in the House, très rapidement on peut le résumer ainsi, l'histoire est très très simple. On suit donc une infirmière un petit peu candide, un petit peu naïve, un peu peureuse aussi, puisque ça allait de pair avec la personne qu'elle va rencontrer, qui va se retrouver chargée de s'occuper d'une vieille dame, qui est une ancienne très grande écrivaine de nouvelles horrifiques, et elle va passer quelques temps assez longs dans cette maison, et tout un travail elliptique justement pour faire passer le temps, qui est de toute façon assez on va dire symptomatique du réel pour le coup, et elle va découvrir notamment un des ouvrages dans la bibliothèque de cette vieille dame qu'elle a écrit, qui s'appelle The Lady in the Walls. Et cet ouvrage va progressivement, parce qu'elle est assez peureuse, elle a peur des récits d'horreur, va se confondre progressivement avec la réalité dans cette maison étrange dans laquelle vont se passer des phénomènes étranges. Donc dans un premier temps, les points positifs, parce qu'il y en a. C'est visuellement superbe. Je trouve que le film est très beau, la photographie est magnifique. Il y a un travail sur les plans, sur les cadres, qui sont toujours millimétrés, qui ont toujours une raison, c'est intéressant. Tous ces plans ont un sens, c'est-à-dire que c'est pas un réalisateur poseur, moi je ne trouve pas, c'est plutôt un réalisateur qui réfléchit ses plans dans la mesure où ils vont véhiculer un sens particulier. Vous avez notamment tout un plan dans l'entrée, dans le vestibule de la maison, avec vous êtes dans le fond du couloir qui amène à l'intérieur de la maison et on voit cet escalier et puis deux portes sur les côtés qui ouvrent sur d'autres pièces de la maison, qui est un plan récurrent, qui a du sens par rapport à la narration. Alors je vais éviter de spoiler, il n'y a pas grand chose à spoiler parce que fondamentalement il se passe pas grand chose, c'est à la fois une qualité et ça devient malheureusement un défaut.
Mais pour le coup, il y a ces plans qui sont vraiment intéressants, de créer de l'espace négatif dans le plan pour essayer de vous déstabiliser, de casser la loi des 2/3, etc. Il y a plein de trucs très très chouettes en fait à ce niveau-là, mais qui encore une fois ne sont pas une sorte de posture vaine, un petit peu artificielle, mais qui fondamentalement à chaque fois ont du sens. Et globalement tout à l'ancien, cette photographie fait très classique, il y a une approche très classique de la photographie, de la mise en scène. J'ajouterais aussi le sound design que je trouve assez génial parce qu'il crée vraiment ce climat oppressant, et le film est oppressant malgré tout, malgré ce que je disais tout à l'heure qui est relativement chiant, faut être très très clair. Je trouve que quand même il arrive à poser une ambiance, mais encore une fois c'est ce qui va amener au défaut du film, c'est qu'il pose une ambiance, et à force de la poser et de prendre le temps de la poser, finalement elle finit par peser sur la narration et amener le film à être trop lent, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Autre élément qu'on retrouve de manière assez récurrente chez Osgood Perkins, c'est la dilution de la fonction sujet. Ça, vous voyez ça dans Black Coat Daughter ou February, vous avez cette idée-là qui est héritière finalement de Psychose. Je pense qu'il s'est jamais remis de Psychose, dans une certaine mesure, parce que Anthony Perkins, évidemment, parce que son père. Alors le film se pose comme étant un hommage à son père. Vous avez une petite citation au début qui parle d'AP, Anthony Perkins, qui parle de cette maison, du caissement de la maison, qui est le cœur, qui est un personnage à part entière du récit. Donc vous avez ce fond-là, d'ailleurs Osgood Perkins, lors d'une interview qu'il avait donnée, il me semble, à Mick Garris, expliquait justement que ce film-là, c'était il parlait de sa relation avec son père, c'était une manière de travailler ça. À la base d'ailleurs, il me semble que dans le scénario original, ça devait être non pas une femme romancière, mais un homme romancier, et la relation qu'il avait avec sa fille, ça s'était changé pour divers éléments. Bon, ceci étant dit, le côté féminin est toujours très présent chez Osgood Perkins, c'est souvent des femmes, et le caractère féminin et féministe, puisque je rappelle notamment que dans son Gretel et Hansel, c'est Gretel, c'est pas Hansel et Gretel, c'est Gretel et Hansel, c'était Gretel la véritable héroïne, qui est d'ailleurs jouée par l'incroyable Sophia Lillis, que je trouve merveilleuse, comme vous aviez vu dans le SAD, Andrés Muschietti, qui est à mon avis bien meilleure qu'une autre actrice très jeune qui s'appelle Millie Bobby Brown, que vous avez vu notamment dans Stranger Things. Moi je trouve que Sophia Lillis est vachement plus intéressante, et dans Gretel et Hansel, le parcours initiatique de cette jeune femme confrontée à une sorcière également se posait vraiment comme émancipation du patriarcat. Donc il y avait ça, et vous aviez ça aussi dans Black Coat Daughter aussi. Donc c'était ça qui est vachement intéressant, il y a toujours ce fond-là. Là vous avez le portrait de 3 femmes, la romancière, le personnage principal donc de l'infirmière, et puis le fantôme. Parce que là on va rentrer direct un peu dans le truc, encore une fois je vais éviter de spoiler, mais voilà, il y a un fantôme, et pour le coup vous avez ces 3 personnages-là, et vous avez un travail alors de rupture temporelle, puisqu'il y a 3 temporalités différentes, il y a 3 personnages différents, 3 figures féminines différentes. Vous avez la romancière qui passe quand on la voit jeune, parce qu'on la voit jeune aussi, c'est pour ça qu'il y a 3 temporalités, qui vous voyez créer à la machine à écrire, ça doit se passer dans les 50-60, et elle a toujours clope au bec, etc. Je trouve voilà, il y a ces portraits de femmes fortes aussi, de cette, certes, un petit peu naïve et un peu candide infirmière, mais c'est aussi un très joli portrait de femme, et qui est aussi un personnage fort, mine de rien. Et puis vous avez le fantôme aussi, qui va être victime d'un homme, c'est ça qui va la mener à son funeste destin, mais ça, on n'y reviendra pas trop en détail parce que c'est assez flou, et le film reste très flou sur ce point-là. Mais vous avez toujours ce pendant féministe que je trouve intéressant. Et donc je parlais de la division de la fonction sujet, qui est inhérente que vous aviez dans Psychose, puisque Marion vous l'a suivi un certain temps, et puis elle mourait, et c'est sa sœur qui prenait la suite. Donc la fonction sujet, le protagoniste était dilué dans la narration. Et bien là vous avez exactement la même chose. Donc ça fait évidemment écho à tous ces éléments-là, à ces éléments sur le travail des femmes, sur les éléments du travail des personnages de manière globale chez Perkins, chez Osgood Perkins, sur le travail sur les différentes temporalités, sur le travail sur les ellipses aussi, puisque le temps passe il est long, mais il passe finalement assez, il y a beaucoup d'ellipses, il y a un an qui se passe très vite à un moment donné. Donc et ça vous l'aviez dans Black Coat Daughter aussi. On se perd d'ailleurs dans cette temporalité-là, on ne sait plus vraiment à quel moment on est, et ça c'est vachement intéressant, puisqu'elles se fondent, ces 3 temporalités-là, elles se fondent les unes dans les autres, à tel point qu'elles finissent par se rejoindre à terme. Donc ce travail qui est très complexe est vachement intéressant, et finalement là où on pourrait penser que c'est un petit peu perdant, non, on arrive quand même à s'y retrouver. Je parlais d'Anthony Perkins et de l'hommage qu'il fait, je rappelle au passage que Osgood Perkins a joué dans Psychose 2 Norman Bates enfant, donc si vous voulez il y avait cette filiation, elle est vraiment de manière extrêmement directe. D'ailleurs on retrouve dans le film, ça c'est intéressant de le noter, un petit extrait au-delà de la citation de départ
de La Loi du Seigneur qui date de 1956, qui est un film de William Wyler avec Gary Cooper et Anthony Perkins, donc vous avez un extrait avec Anthony Perkins. Et en termes musical, alors il y a une chanson, puisque Anthony Perkins était aussi chanteur, qui s'appelle You Keep Coming Back Like a Song, qui est donc interprétée par Anthony Perkins, et qui intervient à un moment du film. Donc si vous voulez, les liens avec papa, l'hommage à papa est quand même très très présent. Il y a un travail évidemment sur la maison qui est très intéressante, qui arrive à être claustro. Moi il y a pas mal de moments où je me sentais assez mal à l'aise, parce que le cadre joue sur le cadre est très très exigu. On est assez mal à l'aise à un moment, d'abord en jouant sur la pénombre, la pénombre qui est à la fois qui ouvre sur une sorte d'abîme de hors-champ, mais qui est en même temps extrêmement enfermante, cette pénombre qui je reprends ce plan-là qu'on a de manière très récurrente et qui a un sens narratif encore une fois, de ce fond de couloir où on voit le vestibule, et vous avez cette ouverture sur 2 pièces qui sont complètement plongées dans la pénombre la nuit et qui enferment le cadre, tout en l'ouvrant encore une fois sur un abîme de hors-champ. Vous avez plein de moments où on voit apparaître le fantôme sur un fond noir simplement, et il est très flou au milieu. Il y en a toujours cet abîme de noirceur qui encore une fois est un enfermement de noirceur qui rend la chose extrêmement claustro, extrêmement anxiogène, et c'est renforcé par le sound design. Je trouve à ce titre notamment que la séquence d'introduction est assez géniale. Je trouve que pour le coup elle fonctionne très bien, elle est très lente, elle pose son ambiance, elle joue sur cet enfermement avec un sound design très étrange. Notamment le personnage, la manière dont elle parle aussi, avec cette sorte de friture sur sa part, sur la voix off, que je trouve extrêmement intéressante et qui met déjà assez mal à l'aise. Et ça, encore une fois, c'est une très très belle qualité. Et j'ajoute aussi cette question de la dilution de la fonction sujet, du point de vue. Le film, comme tout bon film fantastique, joue sur la notion de point de vue, qui encore une fois biaise ma réalité. J'en ai déjà parlé suffisamment sur la chaîne. C'est le point de vue qui fait le film fantastique, c'est le point de vue qui fait le fantastique, puisque c'est un point de vue biaisé sur la réalité qui va la faire interpréter d'une manière différente de la normalité. Et comme on a 3 personnages, 3 temporalités différentes, on ne sait jamais, on joue sur ces différents points de vue de la situation, évidemment, à diverses époques différentes. Et en plus, dans la maison, vous avez plein de moments, notamment dans la séquence d'introduction, dans ces plans dont je vous parlais sur ce vestibule, où on a encore une fois une confusion, une ambiguïté qui est faite sur le point de vue. Est-ce qu'on est dans le point de vue du réalisateur, du metteur en scène à ce moment-là, ou est-ce qu'on est dans le point de vue du fantôme? Et là, on joue cette ambiguïté-là qui est très intéressante, d'autant plus que narrativement, pour reprendre ce plan du vestibule, l'endroit où est posée la caméra aura un sens plus tard, dans l'histoire de la hantise, si vous voulez, qu'il y a dans cette maison. Donc ça qui est extrêmement intéressant. Et j'ajoute un point sur cette question du point de vue aussi, pour basculer sur la question de la mise en scène. Les apparitions du fantôme sont aussi, je trouve, assez sublimes, elles sont hyper intéressantes, assez uniques, je trouve, pour le coup, et ça marche très très bien aussi. Ça me fait beaucoup penser au cinéma de Nicolas McCarthy, si vous avez l'occasion, qui est un réalisateur que je trouve aussi très très intéressant, qui a réalisé notamment At the Devil's Door, il me semble, et il y a un deuxième dont je ne me rappelle plus le titre, mais regardez Nicolas McCarthy, sur cette manière de poser une ambiance, et c'est intéressant puisque le premier film de Nicolas McCarthy posait cette idée aussi de The Lady in the Walls, enfin du fantôme dans les murs d'une maison, et ça c'était vachement intéressant, et je trouve qu'il y a des échos intéressants entre le cinéma de Nicolas McCarthy et celui de Osgood Perkins. Maintenant venons-en aux défauts, parce qu'il y en a beaucoup. Le film malheureusement, je le disais tout à l'heure, pose une ambiance, mais cette ambiance finit par peser sur le récit. Et ça c'est très problématique parce que le film devient de fait trop lent. C'est toujours le risque des films de Osgood Perkins, quand vous regardez ses autres films, il prend beaucoup son temps, et ça je trouve que c'est une très bonne chose, c'est un rythme lent. C'est pas parce qu'un film, encore une fois, est lent qu'il n'a pas de rythme, il peut avoir un rythme lent, un rythme lancinant, c'est fondamentalement ce à quoi prétend Osgood Perkins, sur un côté très, très lent et lancinant qui permet de poser une ambiance. Là, le problème, c'est qu'il bascule de l'autre côté, il se prend cet écueil, il se mange en pleine face, à manière assez brutale cet écueil, où le film est trop lent. Et trop lent l'amène à être trop chiant, parce qu'il faut quand même prendre le fait que le film dure 1h29, mais quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'il en dure 2, voire un peu plus parfois, parce qu'il y a vraiment énormément de longueur. Alors, encore une fois, je suis totalement d'accord de prendre ce temps, sauf que c'est juste mal rythmé. Il y a un gros problème de rythme dans le film, qui en plus, on va dire, combiné à cette idée qu'il y a beaucoup de travail elliptique, sauf que ces ellipses sont souvent très mal placées et très maladroitement amenées. Donc on sait plus vraiment où on est, donc en se posant des questions, on se retrouve à sortir du film, donc à sortir du rythme qu'il me pose, et donc il me paraît très vite long, puisque ce rythme étant lent, quand je suis sorti de ce rythme-là, parce que je comprends plus vraiment où je suis, comme les ellipses sont relativement mal foutues, et que j'arrive plus à comprendre vraiment comment fonctionne la temporalité du film, eh bien je le trouve long et lent. D'une certaine mesure aussi, comme très souvent chez Osgood Perkins, son fantastique est très nébuleux. Moi j'adore ça, le fantastique nébuleux, le fantastique étrange, le fantastique elliptique.
moi ça me va. C'est le fantastique aussi qui est lapidaire, où on sait pas vraiment où on est, et où justement fondamentalement on joue sur la frustration, j'adore ça. Et Osgood Perkins joue très souvent sur la frustration. On comprend pas tout. Je vous conseille ce titre hein, de The Egg, son épisode pour la 4e dimension de Jordan Peele. Je trouve que ça fonctionne très bien, on est frustré, mais de la bonne manière, c'est-à-dire que le film ne va pas là où j'ai envie qu'il aille, mais il me file quand même quelque chose d'autre. Il ne m'explique pas tout, il me laisse de l'espace pour mon imaginaire, pour aller combler les trous diégétiques. Et ça c'est super chouette, enfin combler les trous narratifs en me faisant constituer ma diégèse à travers mon imagination, enfin la diégèse à travers mon imagination, en me faisant explorer si je puis dire. Là, le problème, c'est que c'est beaucoup trop nébuleux, qu'on n'a pas suffisamment de pièces et que c'est très artificiel sur ce point-là, malheureusement. Et la frustration est donc assez mal gérée. La frustration, pour moi, un modèle, je vais vous prendre cet exemple-là, Wolf Creek de Greg McLean, qui est pour moi, bon, on en pense qu'on veut de Greg McLean et de Wolf Creek. Moi, c'est un film qui est de 2005 et que j'aime beaucoup. On va suivre une héroïne, alors je vais spoiler un petit peu Wolf Creek, je suis désolé, on suit l'héroïne pendant tout un temps qui va émerger comme le rempart face au psycho-killer, puisque on suit un groupe de jeunes qui se retrouvent confrontés dans le bush à un tueur en série qui ressemble grossièrement qui s'appelle Mick Taylor et qui est joué par John Jarratt, qui est absolument merveilleux dans le film, incroyablement terrifiant. Et pour le coup, ils vont se retrouver donc chopés par ce mec-là, et on va suivre leur récit de survie, sur un survival. Et pour le coup, on va suivre cette héroïne-là qui va monter en puissance et qui va se trouver être finalement le dernier et l'ultime rempart face au tueur, puisqu'elle arrive à trouver, elle est forte, elle est costaud, elle tient jusqu'au bout. Et jusqu'à la fin du 2e acte, et ça va être le basculement au 3e, on pense qu'elle va s'en sortir, et elle se fait buter salement. Et pour le coup, dans un dernier temps, on se rend compte que le seul qui va s'en sortir, c'est le personnage du groupe qu'on n'avait pas vu depuis le début, qui avait disparu, qu'on pensait mort, qui est séquestré dans un coin, planqué, paumé dans le bush, et qui en 3 minutes chrono va réussir à s'échapper et sort du truc. Alors non pas en héros, hein, mais il s'en sort. Et donc vous avez cette frustration de voir ce personnage, cette jeune femme grandir, et finalement être sapé d'un moment. Donc le résident ne va pas où vous voulez qu'elle aille, jusqu'à cet affrontement final avec le psycho-killer, et ça, si vous voulez, ça fonctionne quand même, c'est-à-dire que je suis frustré, mais en même temps, cette frustration va jouer un rôle de surprise, et va m'apporter un climax qui est d'autant plus fort et désespéré pour le coup dans le cadre du film. Là, il y a trop peu d'éléments, c'est beaucoup trop nébuleux, et effectivement à la fin je suis vraiment frustré de la mauvaise manière, parce que quand même c'est un élément d'arc narratif, c'est un arc narratif à part entière hein, dans le récit, l'idée de l'absence d'une fin, si vous voulez, dans une certaine mesure. Elle s'est posée, hein. L'absence de fin et le fait de cutter vraiment de manière assez brutale parfois ces récits, vous l'avez dans Black Coat Daughter ou February, vous l'avez dans une certaine mesure dans Hansel et Gretel, même si dans Gretel et Hansel pardon, même si je trouve que c'est mieux géré, et puis c'est un film qui est, je pense, plus facile d'accès, Gretel et Hansel, que ces autres œuvres. Là pour le coup, c'est extrêmement frustrant parce qu'on n'a rien à la fin, ça se termine de manière assez brutale, d'autant plus que le rythme étant assez lent, à la fin on a l'impression que ça accélère. Moi j'ai même regardé au bout d'un moment combien de temps il restait 15 minutes lorsqu'on a cette première partie du climax, et dans les 15 minutes qui restent on en voit les conséquences, mais c'est assez mal amené, on joue sur un travail d'ellipse, vraiment on a un plan fixe sur la maison, avec des timelapses avant assez rapides, qui permettent de voir l'évolution de tout ça. Donc c'est vraiment une sorte d'ellipse qui est faite juste sur un plan fixe de la maison, pour arriver après justement à l'épilogue, qui reprend et qui boucle avec le prologue. C'est intéressant si vous voulez, mais tout va très vite et c'est beaucoup trop flou, on a beaucoup trop peu d'éléments pour laisser vagabonder de manière satisfaisante notre imaginaire. Encore une fois, je ne demande pas d'explication rationnelle ou de rationalisation de l'univers, ça je m'en fous en fait. Moi c'est important, même dans le fantasy c'est même nécessaire qu'il y ait cette grosse place qui soit laissée à l'imaginaire du spectateur, à ces vagabondages qui vont l'amener justement à avoir peur et à être poursuivi par le film à sa sortie. Là pour le coup, j'ai trop peu d'éléments pour être poursuivi à la sortie, et puis c'est encore une fois le rythme lent qui fait que le film est chiant à terme. Cette accélération soudaine à la fin m'amène à arriver sur un truc où j'ai l'impression de le dire so what quoi, what else, qu'est-ce que tu veux me dire d'autre, qu'est-ce que tu veux me dire, je suis un peu perdu, et je trouve que c'est une mauvaise manière de gérer la frustration quand le spectateur qui te regarde ne comprend pas ce que tu as voulu faire, et de fait ça devient frustrant. Trop lent, trop nébuleux, je dirais aussi trop littéraire, parce qu'il y a un fond littéraire qui est vachement intéressant et que je trouve être un parti pris très cool avec le travail sur la voix off qui est déjà présent dans les autres films, dans certains autres films de Osgood Perkins. Ça, je trouve ça très chouette. Le problème c'est que
vous savez, au cinéma, on a plutôt le show don't tell dans une certaine mesure. Là, il y a un peu trop de tell et pas assez de show, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que effectivement la narration littéraire qui est présente quand le personnage principal lit notamment l'ouvrage, c'est chouette parce que ça crée la suggestion, ça crée des choses qu'on ne voit pas et qu'on va s'imaginer, comme quand vous lisez un bouquin, c'est vous qui vous créez dans votre imaginaire la représentation, je dirais mentale, physique de ce que vous êtes en train de lire, et ça c'est une très bonne chose. Sauf que là ça joue en la défaveur du film, puisque ces passages sont... Le fait est que c'est trop littéraire et que j'ai pas suffisamment d'accroche filmique en fait. Ça donne quelque chose, si vous voulez, d'assez intéressant dans la mesure où il y a encore une fois un parti pris, il y a une note d'intention, mais cette note d'intention, elle va aussi casser le rythme, elle va bloquer mon imaginaire parce que j'ai rien sur lequel m'accrocher visuellement, ça va parfois appauvrir la mise en scène et je trouve ça un petit peu dommage aussi parce que le texte, encore une fois, est très très bien écrit et c'est très beau, il y a un côté très poétique, il y a une sorte de poésie macabre, désespérée qui en ressort et ça je trouve ça génial et ça j'adore, mais là pour le coup ça brise le rythme, ça brise, si vous voulez, ça brise a fortiori l'image qui n'est pas finalement, qui fonctionne pas vraiment en écho, c'est-à-dire que pour moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'unité entre l'image et le texte véritablement, et ça fonctionne malheureusement pas, c'est encore une fois trop littéraire et pas assez cinématographique, ça manque de travailler la spécificité du médium cinématographique, quand bien même, et de créer, si vous voulez, une sorte d'unité entre le langage écrit, si je puis dire, et le langage visuel. Même si, encore une fois, je comprends le parti pris d'Osgood Perkins et je le trouve intéressant. Donc pour conclure un petit peu de ça, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai essayé de ne pas rentrer dans la narration, parce que, encore une fois, il n'y a pas grand chose à spoiler, parce qu'il ne se passe pas grand chose, mais ça, encore une fois, c'est pas un problème, c'est juste que c'est pas bien amené. Donc le film, dans une certaine mesure, pour conclure un petit peu sur tout ça, il est frustrant, malheureusement, il est un peu chiant, grossièrement c'est pour moi un rendez-vous manqué avec Osgood Perkins, et c'est un auteur encore une fois que j'aime énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup d'amour, c'est une démarche qui est profondément sincère, notamment dans la déclaration d'amour qu'il fait à son père à travers en tout cas ce film-là en particulier. Tout ça est très touchant en fait, et c'est pour ça que je suis dans une certaine mesure, je pense, bien plus indulgent que d'autres. Le film me touche malgré tout, mais il est raté fondamentalement. Alors je trouve qu'en plus Netflix, puisque ça a été, c'est fondamentalement, il me semble, le premier film d'horreur produit par Netflix qui est sorti donc à l'époque, et je pense que c'est pas forcément le meilleur endroit. Netflix, on est plutôt dans un lieu où on zappe, où va très très vite, tout va très vite sur cette plateforme. Là, c'est le genre de film qui prend beaucoup trop son temps pour ce type de plateforme, qui est beaucoup trop exigeant pour ce type de plateforme. Et là, je trouve pas mal d'excuses, c'est aussi un film raté, fondamentalement. C'est pas un bon film, c'est pas non plus un mauvais film, et j'insiste là-dessus, c'est loin d'être un mauvais film, mais c'est loin d'être une réussite aussi. Mais, en tant qu'amoureux du cinéma d'Osgood Perkins, et si c'est votre cas, je pense qu'on peut y trouver pas mal d'éléments intéressants, notamment dans le fantastique, je disais tout à l'heure, mais il y a un truc qui, pour le coup, a bien marché sur moi, je trouve que c'est il y en a pas beaucoup, les quelques scènes purement horrifiques de peur, qui fonctionnent bien, notamment celle qui est le climax avant l'épilogue. Pour le coup, pour moi, elle a fonctionné. Je trouve que notamment les apparitions du fantôme sont très belles, très intéressantes et très très bien pensées. Mais malheureusement, ces petits éléments, ces petites fulgurances, ces petites choses qui ramènent à l'auteur très intéressant qui est Osgood Perkins, qui est un petit peu noyé dans beaucoup d'errances qui ne fonctionnent malheureusement pas du tout, et qui fait que, encore une fois, là où Osgood Perkins c'est un style très particulier, très singulier que j'aime beaucoup, c'est un style qui est casse-gueule, et là il se mange tous les écueils, il se casse la gueule, il se vautre à plein de reprises dans tous les écueils que, jusqu'alors, pour moi, dans les 3 autres œuvres, à savoir, donc February, je les recite, The Egg, pour revenir à la 4ème dimension, donc l'épisode de la 8ème épisode de la 3ème saison, de la 2ème saison, pardon, il me semble, et Gretel Hansel, il avait su jusqu'alors éviter. Donc, je sais pas si je dois vraiment vous le conseiller, si vous aimez Osgood Perkins, allez découvrir le film, je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il convient de passer votre chemin, je pense, alors si vous êtes curieux, allez-y bien sûr, hein, mais si vraiment c'est pas le cas, n'y allez pas, je pense que vous allez vous emmerder, très sincèrement, mais il y a plein de choses intéressantes, si vous aimez le cinéma fantastique, et Osgood Perkins dans sa mise en pratique du fantastique. Je vous remercie beaucoup de ce petit moment d'écoute, j'espère que ça vous aura plu et peut-être donné envie. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et puis je vous dis à très bientôt, salut!